Texte posté sur son blog, il y analyse les révolutions citoyennes à travers le monde, du Chili au Liban et en France. En France, les braises sont chaudes, écrit-il. Les prochains rendez-vous du 14 novembre dans la santé et du 5 décembre interprofessionnel peuvent être des déclencheurs, et je ferme les guillemets. Il va nous expliquer ce qu'est pour lui l'équation politique à résoudre aujourd'hui, quelle est sa stratégie et ce que mijote, le terme est de lui, la France Insoumise. Question politique est en direct avec le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. 1 heure pour revenir avec lui sur les grands enjeux politiques et idéologiques du moment. Pour intervenir, l'application France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Paul. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions politiques, Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff. Bonjour Ali, bonjour à tous. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut tout le monde. Karine qui a préparé votre portrait, nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon. Si la politique était aussi une question de climat, de météo, quel temps fait-il en France d'après vous ? Très venteux. Très venteux. Nous sommes dans un moment de grande turbulence à tout point de vue, et on commence à être confronté aux aspects les plus radicaux de notre époque. D'un côté, l'impasse libérale, une société aux abois, un État qui se disloque, et de l'autre côté, des grands événements climatiques que nous sommes souvent incapables de reconnaître comme tels. Par exemple, les grandes pluies qu'il y a eu dans le sud, ce ne sont pas seulement des grandes pluies, c'est qu'il y a un phénomène d'accélération de l'évaporation de la Méditerranée. Nous sommes condamnés maintenant à des grandes pluies qui vont tout dévaster, et peut-être qui vont beaucoup dévaster. Pardon, je vais pas être trop sinistre, mais il faudrait complètement changer la matrice de la réflexion politique et se tourner de ce côté-là en y appliquant des méthodes qui nous permettent de faire face aux dangers qui nous menacent, aux défis plutôt que le mot danger. Après tout, l'humanité en a connu tellement. Eh bien, nous voici à la veille d'une grande saison de l'histoire de la civilisation humaine. Ça serait bien qu'on s'arrache un peu de la bouillie habituelle. On va en parler. C'est-à-dire que vous considérez qu'on est arrivé là maintenant à un moment où tout peut basculer ? Oui, et peut-être pas pour les raisons qu'on croyait. Dans le passé, vous savez, je milite depuis si longtemps, on pensait toujours que les événements sociaux et économiques étaient les plus grands déclencheurs de l'histoire. Naturellement, il le reste. Nous aurons bientôt une crise financière qui va saccager l'économie mondiale. Nous pouvons avoir des déclenchements de guerre. Bon, tout ça joue. Mais je voudrais surtout sensibiliser sur le fait que se dresse devant nous une menace de type nouveau. Est-ce que vous avez observé que dans tous les pays où il y a un processus actuellement de révolution citoyenne, Chili, même l'Irak, tenez, c'est quand même plus parlant que tout. Eh bien, dans tous ces pays, vous avez eu l'année précédente une crise de l'eau et de la répartition de l'eau et des conflits d'usage sur l'eau parce qu'elle vient à manquer, qu'elle a été gaspillée. Autrement dit, la crise écologique se transforme en une crise sociale et en une crise politique. Si bien que, par toutes les entrées de l'activité humaine, nous sommes en mouvement. Alors maintenant, il faut être à la hauteur des événements. Voilà ce qu'il faut dire. Et on va en parler. Françoise Fressos. Alors, pour revenir à votre note de blog, très intéressante, Le Peuple, nouvel acteur, vous faites une recension de tous ces conflits et vous dites, au fond, c'est le même processus partout. Est-ce que ce processus peut arriver en France aussi ? Bien sûr. Alors, entendons-nous, quand je dis c'est le peuple, le nouvel acteur, c'est en pensant aux révolutions du passé, où on centralisait beaucoup le rôle de la classe ouvrière et de ses organisations. C'était souvent eux qui étaient les déclencheurs. Aujourd'hui, ce sont des marées humaines extrêmement amples qui embrasent en même temps les classes populaires et les classes moyennes des grandes villes qui sont les grandes villes. Le monde urbain est aujourd'hui le monde dominant sur l'ensemble de la planète. Et c'est cet acteur nouveau qui présente des caractéristiques nouvelles, qui se comporte d'une manière nouvelle et inattendue, avec des traits culturels communs qui sont frappants. Regardez les gens qui mettent le masque de Vendetta, ou bien le drapeau national partout. Oui, c'est une manière d'affirmer sur un autre mode et sur un autre ton ce qu'on a connu dans le passé pour faire face à des défis nouveaux qui atterrissent sur des solutions, quand même, de temps à autre, on peut me reconnaître quelques intuitions. C'est que partout, ça finit de la même manière. La réclamation d'une constituante, au fond, l'idée qu'on définit la règle du jeu en commun. Et c'est vrai, aussi bien en Irak, au Liban, au Chili, au Panama, je suis frappé. Alors la France, pardon, j'ai raté la question, c'est ça ?
Il faut répondre à Françoise, si je peux me permettre, Ali, parmi les signes communs que vous voyez dans ces manifestations et que vous citez dans votre article, vous dites, on observe ça et là, un peu partout, des gilets jaunes. Or, en France, on a eu effectivement un mouvement puissant, nombreux, mais ce n'était pas des marées humaines et ça a plutôt été en décroissant au fil des samedis. Comment vous faites la comparaison entre ce qui se passe au Chili, au Liban et en France? Les gilets jaunes ont été un déclencheur et qui signifiait quelque chose et qui continue à signifier la révolte de toute une partie de la population qui, du fait de son isolement spatial au départ, c'est-à-dire ils sont loin de tout, et pour accéder au réseau du collectif, il leur faut se transporter. Donc la question du prix du carburant est centrale. Mais du coup, ça pose la question, pourquoi y a-t-il aussi peu d'accès aux services publics? Et là, on retrouve des questions sociales très centrales. Mais ça n'a pas donné l'embrasement général, alors qu'il y avait un soutien dans les sondages extrêmement large. Pourquoi ça n'a pas? Oui, alors je peux l'expliquer. Pour compléter la question, pourquoi est-ce qu'au fond, électoralement, après aux élections européennes, au fond, c'est Marine Le Pen, plus que vous, qui remportait la mise, alors que vous aviez, en quelque sorte, théorisé le moment? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raison. Ce sont des faits qu'on ne peut pas contourner. La vérité est que le président Macron a réussi une manœuvre qui était très compliquée, mais qu'il a réussi, qui est de couper les classes moyennes des classes populaires. L'enjeu de la période, c'est ce rassemblement. Nous sommes plusieurs à le dire parmi les Insoumis. Mon camarade François Ruffin vient de le rappeler dans un livre très brillant, où il montre comment l'écologie peut être l'écologie populaire. On va y venir tout à l'heure. Alors, c'est pour dire, c'était ça l'enjeu. Il a réussi. Il les a diabolisés à mort. Derrière a suivi tout le système. À un moment donné, rappelez-vous, on était accusés d'à peu près tout. D'avoir saccagé ceci et cela, d'être des violents, puis d'être des antisémites. Rappelez-vous, un type tout seul avait mis 80 inscriptions et on en a fait un phénomène national avec à peine à manifestation. Donc, ça a été réussi. Les classes moyennes se sont effrayées du mouvement. Les intellectuels n'ont absolument pas appuyé. Les syndicats n'ont pas appuyé non plus. Seule la CGT, à un moment donné, a commencé à tourner avec Sud. L'électorat populaire est allé du côté de Marine Le Pen. Ce qui est quand même pour vous le défi essentiel, non? C'est certain. Mais disons que peut-être que j'ai payé une diabolisation incessante depuis 2 ans. Peut-être que le vide de Madame Le Pen, parce que elle est de ce point de vue, elle est très performante. C'est une femme qui ne parle jamais, qui ne vient pas à l'Assemblée, qui s'exprime pas. C'est une valise vide, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Et sans doute est-ce ce qui explique qu'il y a eu une mobilisation de l'électorat du côté de l'extrême droite, qui voyait une solution dégagiste efficace. Ils se sont dit, c'est elle qui embête le plus le système. Ils se trompent lourdement. Donc alors on va l'aider. Voilà comment ça s'est passé. Alors maintenant le terrain reste à reprendre et à gagner. Moi je ne dis pas que je suis parfait, mais j'essaie. En tout cas, ce que je voudrais dire aux gens, c'est réfléchissez bien avant de voter, parce que si c'est pour à nouveau inventer quelque chose de pire que ce qu'il y avait avant, c'est bon quoi. Ça va, on a mangé. Vous avez voulu Macron à la place de Hollande, c'est pire. Vous avez voulu Macron plutôt que Le Pen, c'est pareil. Donc mais au bout du compte, ça va. Restons un instant devant la marmite sociale. Voilà, sur cette marmite sociale. Karine Bécard. Un an après les Gilets jaunes, puisqu'on va bientôt fêter les 1 an de ce mouvement, quel bilan vous tirez? Qu'est-ce que finalement a changé profondément ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que finalement la radicalité, ces grèves non déclarées en ce moment, ces syndicats débordés, est-ce que la crise des Gilets jaunes a infusé aujourd'hui partout dans la société? Est-ce que vous diriez ça? Bon, déjà, permettez-moi de ne pas accepter l'expression grève non déclarée. Ce sont des droits de retrait. Bon, nous n'avons pas le même point de vue, le gouvernement et vous et moi. Mais après tout, je l'admets. Oui, non, mais le mot grève non déclarée n'est pas acceptable puisque c'est un délit. D'accord? Et je ne suis pas d'accord pour dire que les gens qui se sont mis en retrait, notamment les cheminots, ont commis un délit. C'est l'inverse. Ce sont des héros et le groupe La France Insoumise a fait une lettre, est en train de terminer de la finaliser, pour demander qu'il ait la Légion d'honneur, cet homme, pas qu'il soit montré du doigt. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Là, vous avez raison, ça a changé quelque chose. D'abord, comment dire, la confiance dans les institutions s'est effondrée. L'amour qu'il y avait pour la police après l'affaire Charlie Hebdo, tout ça, c'est terminé. Le respect pour la justice est voisin de 0. Le nombre des gardes à vue, des condamnations à de la prison ferme, plus de 3000 personnes ont été condamnées, dont 1000 à de la prison ferme. Donc, toutes les institutions sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre ensemble, elles valent ce qu'elles valent. Enfin, si on veut vivre ensemble, on est bien obligé d'avoir tout ça. Eh bien,
les avez malgré tout critiqués. Mais moi aussi, je fais partie du tas, je n'y crois plus. Alors, non mais attendez. J'aimerais qu'on reste sur la question sociale d'abord avant d'en arriver à ces sur sujets la question sociale, nous allons voir. Et républicains. Vous devriez terminer le tableau. Vous avez des grèves qui se déclenchent aujourd'hui en dehors du cadre syndical. C'est le cas des gens qui réparent les wagons de la SNCF. Vous allez voir, il y en a pour un moment. Si l'atelier de réparation des wagons du métro, qui se trouve à Massy toujours, je crois, j'espère qu'il y est, se met en grève, pour chaque jour d'arrêt, il faut un jour de plus pour reprendre derrière. Donc, oui, nous sommes dans une phase de débordement et de désobéissance générale. Mais alors justement, c'est d'abord l'échec des autres. Pardon, je voudrais quand même dire ça. Pourquoi en sommes-nous là? Il n'y a pas que la responsabilité de nos adversaires politiques. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils se sont défendus. Mais nous avons des responsabilités. Le code du travail a été détruit. Où sont les grandes démonstrations de force du monde syndical? Zéro, rien du tout. 3 jours avant le premier tour de l'élection européenne, nous avons eu une manifestation pour défendre la fonction publique, une des plus maigres de toute l'histoire syndicale de ce pays. Il y a donc un problème de capacité à mobiliser dans les cadres traditionnels. Et nous devons aussi le regarder en face. Mais vous dites que les pas en même temps. Oui. Allons jusqu'au bout. Pourquoi il y a eu un tel effondrement de ce que vous dites, à la fois structure politique de la gauche et structure syndicale? Qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup, certainement. Écoutez, moi, je suis pas assez... je suis un peu historien, des fois, un peu philosophe, mais je suis dedans, que voulez-vous. Je suis le nez sur le guidon, donc je suis comme tout le monde, plongé dans les événements. Il faut donc faire un gros effort pour se mettre un peu à distance et examiner la scène dans son ensemble. Mais voyez-vous, tout ce qui a participé de ce qu'on appelait la gauche, et qui s'est retrouvé à être les scieurs de pompe du système libéral. La loi El Khomri, c'est Hollande, c'est pas Macron. Macron, il l'a aggravé. Mais parce que Hollande avait déjà eu cette idée auparavant. Et ainsi de suite. C'est-à-dire tous ceux qui ont donné l'impression qu'au fond, ils composaient avec le système, ou bien qu'ils faisaient juste semblant de s'y opposer, sont discrédités. On a donc un processus de délégitimation de toutes les représentations politiques qui nous arrive à nous aussi. Parfois, parce qu'on dit, écoutez, et puis c'est fait pour, il y a une charge médiatique terrible contre nous pour dire voilà, ce type il est vraiment bizarre, et ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'on parle malgré tout de ce jour du 5 décembre prochain. Une grève reconductible est prévue à la SNCF, à la RATP, contre la réforme des retraites. Puis vous avez le 14 novembre avant pour les personnels de santé. Il y a tout un calendrier. Nous allons voir ce qui va... Nous, en tout cas, nous les Insoumis, on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche. Et on pourrait être critique, parce que une nouvelle fois engager un combat en plein jour de semaine en perdant une journée de salaire, on trouve que c'est pas les meilleures conditions pour engager le combat. Mais vous faites quoi concrètement pour que ça marche? On préfère les marches le samedi, parce que voilà, c'est... Mais c'est sur le sujet des retraites. D'après vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est le sujet des retraites qui est central et qui pourrait servir de détonateur. Les retraites, c'est central parce qu'une génération va se faire les poches. Deuxièmement, mais vous avez la santé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 100 000 personnes par an qui dorment dans un brancard parce qu'il n'y a plus de lit à l'hôpital? Que vous avez quelque chose comme 63, je crois, services d'urgence qu'on fermait pendant qu'on en ouvrait. Écoutez-moi bien. Qu'on en ouvrait 163 dans le privé. Écoutez-moi les gens, c'est pas que l'hôpital public marche plus, c'est qu'ils s'arrangent pour que ça marche pas, pour développer l'hôpital privé. Donc demain, c'est pas votre carte de la sécurité sociale qui a intérêt d'avoir la vitale, c'est la carte bancaire pour pouvoir être soigné. Donc voilà le monde dans lequel on est, les gens s'en rendent compte. Et peut-être que la tâche, des fois, leur paraît tellement immense qu'ils se demandent par quel bout l'attraper. Jeff Wittenberg. La grève reconductible, probablement, à partir du 5 décembre, c'est sur la question des retraites qu'elle va avoir lieu. Et Ali Badou voulait vous interroger là-dessus, parce qu'il y a quand même des paradoxes. L'un des mots d'ordre que l'on entendait l'an dernier sur les ronds-points et ensuite dans le grand débat, c'était la fin des privilèges. Alors c'était ceux des politiques, des députés, des anciens présidents. Est-ce que vous pensez, on va pas dire les privilèges, mais que les avantages, les régimes spéciaux dont bénéficient aujourd'hui notamment les agents des transports publics vont rester populaires et qu'il n'y aura pas quelque part si vous voulez, un paradoxe entre les revendications? Non, mais exciter la jalousie des uns contre les autres est une vieille ruse. Alors on va dire à celui qui... Mais oui, mais bon, quelle jalousie? Oui, bien sûr. C'est exciter
ceux qui n'auraient pas de régimes spéciaux à dire « Regardez, ils ont des régimes spéciaux et pas vous ». Alors on recommence le coup avec « Regardez, les Arabes ont des moyens et pas les autres ». C'est une vieille ruse de l'histoire que de diviser en bas et puis de rassembler en haut. Alors ceux qui dirigent... Attendez, mais c'est Wittenberg. C'est d'une grossièreté sans pareil, car c'est à peine 3% de la population des retraités qui est dans les régimes spéciaux. Tout le reste, 97%, est au régime général. Et puis, quand même... Jeff Wittenberg, interrogez-vous, d'où viennent ces régimes spéciaux? Souvent, c'était négocié. Quand il y avait un conflit social, on rajoutait, on disait bon d'accord, on peut pas vous donner ça, mais bon, allez, vous allez pouvoir arrêter plus tôt. Par exemple, quand vous êtes conducteur d'une rame de métro, pardon de prendre un exemple aussi, mais enfin, vous passez votre journée dans le noir à tourner avec votre train, et puis toutes les stations, vous remettez le truc en route. Ça nécessite une concentration psychologique extrême dans une ambiance qui est malgré tout terrible. Alors d'accord, ils ne reçoivent pas d'escarbilles enflammées dans la figure, d'accord, ils n'ont pas il ne fait pas froid, mais c'est quelque chose de terrible. Comprenez qu'un régime spécial, ça a un sens. Interrogez-vous sur la condition matérielle d'existence des gens, avant de dire, ah bah, faut mettre tout le monde au même niveau. Si par exemple, écoutez monsieur Wittenberg, si vous étiez en train de me dire, ah ben, puisqu'il y a des régimes spéciaux qui sont favorables et que ça fonctionne, alors mettons tout le monde au régime spécial. Mais non, c'est pour mettre tout le monde au plus dur. Eh ben alors ne vous étonnez pas que les gens soient contre. Ce sont leurs petits avantages, ça fait partie du métier. On entre dans telle profession souvent pour ça. Par exemple, si on est pilote de chasse, on arrête à 45 ans. Par exemple, etc. Si on est policier, on arrête un peu plus tôt. Mais c'est la vie, quoi. Arrêtez de vouloir passer tout le monde au même rabot. Le gouvernement dit qu'il est prêt à des aménagements, notamment sur l'entrée dans le nouveau système. Mais sur le fond, qu'est-ce qui vous choque, vous, dans un système qui soit un système par points, universel, et qui recherche l'équité entre les Français? Oui, déjà, j'aime pas Madame Fressoz. Déjà, moi, vous savez que j'aime bien qu'on parle des mots. Équité, c'est pas égalité. Équité, ça dépend de celui qui décide de ce qui est équitable. Non, mais pas du tout égalité, tout le monde comprend. 1 égale 1, 2 égale 2, etc. Tout le monde comprend. Équité, ça dépend de celui qui décide si c'est équitable ou pas. Mais le système par points, vous avez peut-être pas regardé le détail pour pas comprendre ce qui me choque. D'abord, M. Macron a dit on va garder la même proportion de la richesse du pays dans les retraites. 14%. Comme il y aura plus de retraités, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent pour les pensions. Pourquoi? Mais on peut en discuter. Est-ce que ça vaut la peine ou pas qu'il y ait 14 ou 15% de la richesse du pays qui passe aux retraités, qui eux-mêmes les dépensent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et font tourner la maison? Quel genre de société veut-on? Il suffit pas de faire des comptes. Parce que si vous voulez économiser sur tout, supprimer tout, et créer quoi? Un grand marché? Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Alors justement, attendez, c'est pas tout. Je suis né en 1951. Je suis vieux, moi. Bon, normalement, je devrais être à la retraite. Si on applique le régime de M. Macron, eh bien, on va prendre la moyenne de l'âge des gens de 1951, et j'aime mieux vous dire que la condition d'un intello comme moi et celle d'un ouvrier qui a été au boulot, dur, physique, eh ben c'est pas la même. Non, mais les parlementaires ont un statut un peu particulier. Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas pu finir. Il y a plein de choses techniques. Mais Madame Fressoz m'a posé une question. Mais puisque vous parlez d'une question de fond, égalité, équité. Ce jeudi, le Premier ministre présentait le plan du gouvernement pour la Seine-Saint-Denis. Il présentait une mesure phare, une prime de 10 000 € qui serait versée aux fonctionnaires à condition qu'ils restent en poste au moins 5 ans dans le 93. Une prime pour les, je cite l'expression, les agents qui sont en première ligne de l'action de l'État, les policiers et les enseignants notamment. Est-ce que vous comprenez l'esprit de cette mesure, justement, parce que vous venez de nous rappeler le principe d'égalité? J'aime pas ça. La Seine-Saint-Denis est pas un zoo. C'est pas non plus une terre de mission. Moi, je veux que les gens soient traités correctement partout. Alors, l'organisation des mutations des fonctionnaires, la façon avec laquelle on fait commencer la carrière dans les endroits les plus difficiles, alors qu'on devrait peut-être y mettre les plus expérimentés. L'argent n'est pas le seul moteur de l'existence. Et si les gens s'en vont de Seine-Saint-Denis, quand ils s'en vont, à cause de la Seine-Saint-Denis, je ne crois pas que ce soit pour des raisons d'argent, c'est pour des raisons d'usure, de fatigue, de difficulté à se voir un avenir possible. Et c'est tout ça qu'il faut régler. Mais si ne croyez pas que l'argent règle tout. Si l'argent n'est pas la solution, du coup, quel type de solution peut-on trouver effectivement pour fixer un peu plus les fonctionnaires sur place? Absolument. Eh bien, d'abord, prenons l'exemple de l'enseignement, parce que c'est celui peut-être que je connais le mieux, ayant été ministre de l'enseignement professionnel. Bon, c'est clair que nous observons que chaque fois que les équipes sont stabilisées,
les rendements, si j'ose dire, éducatifs sont meilleurs, c'est-à-dire les résultats sont meilleurs. Il ne faut pas changer sans arrêt les instituteurs, les profs, etc. Pour ça, il y a des endroits où c'est plus difficile parce que le capital culturel, le capital pédagogique est moins élevé ici qu'ailleurs. Ça suit les inégalités sociales. Donc, il faut plus de monde. Là, oui, ça a du sens. Mettez plus d'instituteurs, mettez plus de profs, mettez plus de classes de proximité et vous aurez de meilleurs résultats. Et surtout, vous aurez des enseignants qui seront plus heureux dans leur vie. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que partout les gens sont malheureux dans leur travail alors qu'ils l'aiment? C'est parce que les gens aiment leur travail, qu'ils n'aiment pas qu'on les place dans des conditions épouvantables qui font qu'eux-mêmes se disent « mais je peux pas faire mon boulot, je peux pas faire mon boulot », se disent-ils, aidons-les à le faire. Et tous les parents sont prêts à nous suivre et à nous aider dans cette voie-là, parce qu'ils savent que l'avenir de leurs gosses dépend du niveau d'éducation. Et nous tous, là, autour de cette table, quelle que soit notre situation sociale, nous savons que la France a besoin d'élever le niveau d'éducation de son peuple pour avoir un avenir. Parce que nous n'avons rien d'autre que la matière grise qui est dans le crâne de nos enfants pour préparer notre futur. Rien d'autre. On n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on n'a pas de métaux rares. C'est finalement une question de financement, c'est une question d'argent. Si vous voulez mettre plus de fonctionnaires, il faut bien plus d'argent. Oui, mais c'est pas pareil que de dire, écoutez, vous avez 35 élèves dans la classe, je vais vous donner 500 ou 600 euros de plus, et vous fermez votre bouche. Non, c'est pas du tout pareil. Avec la même somme d'argent, je propose de créer des postes de profs, et avec ça, vous verrez, la vie sera plus douce pour tout le monde. Bon sang, la douceur, la tranquillité, le goût du métier, respectez ça aussi. Pensez pas qu'à dire, on va leur donner des sous, ça va les exciter, c'est des chiens. Justement, une question avant de passer à votre portrait, Jean-Luc Mélenchon. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur ce vendredi. De nouvelles règles d'indemnisation plus dures. Les arguments de Muriel Pénicaud, c'est que le travail doit payer plus que le chômage et elle justifie la réforme par une baisse du chômage en France. Nous ne sommes plus en contexte de crise et il faudrait donc tout faire pour encourager le retour à l'emploi. Ces arguments, ils ne sont pas recevables. Mais quelle honte, mais quelle honte. C'est une humiliation pour des millions de chômeurs qui demanderaient à travailler et qui n'ont pas de boulot. Et que de leur dire c'est de votre faute. C'est une honte de parler comme ça. Déjà 50% des chômeurs, ou à peu près, un peu plus, mais n'étaient pas indemnisés. Et dans ceux qui sont indemnisés, ils vont perdre pour certains jusqu'à 40% de leur pauvre indemnisation. C'est une honte de parler comme ça. Il faut mettre, on dit maintenant le niveau d'emploi augmente, mais personne ne regarde le détail. 85%, ce sont des emplois temporaires. Et certains pour un jour, c'est-à-dire sont des emplois de remplacement dans la restauration ou dans l'hôtellerie où on est familier de ce genre d'emploi. Il faut arrêter avec ça. Alors qu'en vérité, voyez-vous, nous avons besoin de milliers de gens, de millions de gens au travail pour faire l'agriculture bio, pour remettre en route tout ce qu'il y a à remettre en route et surtout pour faire la transition écologique. Nous avons besoin d'une mobilisation populaire et ouvrière de masse, comme on l'a fait pendant les guerres, pour affronter le changement climatique et la catastrophe écologique qui s'avance, et évidemment, mettre du bonheur, parce que les gens ont envie de bosser, ils aiment faire leur travail bien, correctement, et pas qu'on leur parle comme ça. Madame Pénicaud est une personne blessante, humiliante pour les travailleurs, qui s'est rempli les poches d'argent en licenciant, qui a bénéficié d'une grande compréhension de la justice, et je la trouve injuste. Elle ne devrait pas parler comme ça. Ces gens parlent mal, depuis le président de la République qui dit que certains sont rien, jusqu'à elle qui dit qu'il faudrait favoriser l'emploi comme si les chômeurs étaient coupables de leur chômage. Non, non, non et non. Bientôt midi et demi, le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h. France Inter, Ali Badou. Question politique. C'est la tradition, Jean-Luc Mélenchon, votre portrait signé Karine Bécard. C'est le moment de l'essorage, vous savez, que dans le cycle de la machine à laver, il y a le moment de l'essorage, c'est maintenant. Pas du tout. Ça ne dure que 2 minutes et vous aurez le droit de dire absolument tout ce que vous voulez. Après, je vous assure. Vous acceptez que je parle maintenant ou pas? Allez, c'est aucune faveur, vous êtes soumis au même régime que tout le monde. Un peu d'humour, Ali Badou. J'en ai. Est-ce que Mona Lisa aimait le portrait qu'a fait d'elle Léonard de Vinci? On n'en sait rien. Donc laissez Karine faire son portrait. Alors là, on souhaite qu'il soit aussi réussi. Ouais. Vous allez franchement. Voir. Vous allez voir. Vous jugerez juste à la fin. Voilà maintenant dans la Mona Lisa de la radio. Bon. Vous semblez étonnamment distant.
en ce moment, Jean-Luc Mélenchon, ce qui ne vous empêche pas de nous régaler avec vos envolées en plein cœur de l'Assemblée. Bien peu de députés aujourd'hui savent rappeler les vrais enjeux de notre société. Mais vous apparaissez, à seulement mi-mandat, assez bousculé, alors que tout avait pourtant tellement bien commencé. Vous avez été le candidat à gauche capable, à la dernière présidentielle, de rassembler plus de 7 millions de voix. De quoi impressionner l'ex-gamin de Tanger que vous avez été. Cela dit, à bien vous observer, je vous jure que j'y pensais pas. Vous êtes tout de suite mise à dévisser. 8 points de moins aux élections législatives, cela aurait dû vous alerter. Seulement, l'ancien sénateur socialiste, puisque vous l'êtes resté pendant 18 ans, était bien trop impatient de devenir député, trop impatient surtout de débarquer dans l'hémicycle et de devenir rhétoriquement le premier opposant au gouvernement. Voilà comment le brillant tribun que vous êtes, Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, s'est mis à promettre une succession de révolutions sans qu'elles ne soient jamais devenues concrètes. Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui. Ce déferlement sur les Champs-Élysées, vous en étiez persuadé, il allait se réaliser. Sauf que c'est un premier rendez-vous manqué. Et pendant 2 ans, vous avez imaginé des casserolades, théorisé une convergence des luttes et espéré attirer les gilets jaunes, mais aucun de ces combats n'a pris pour les insoumis. Pourtant, il faut reconnaître que le ton utilisé était chaque fois plus tonitruant. Seulement, dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, vous avez continué à dégringoler avec encore 5 points de moins aux dernières élections européennes. Autrement dit, la voie insurrectionnelle, celle sur laquelle vous, l'homme révolté, avez décidé de tout miser, apparaît de plus en plus comme une erreur de stratégie. Forcément, vous êtes abasourdi. Alors réussirez-vous à vous relancer ? Vous semblez aujourd'hui un peu plus isolé, un peu plus autoritaire aussi. Certains cadres de votre parti ont d'ailleurs préféré s'en aller. Oseront-ils défier le député de Marseille à la prochaine présidentielle ? En tout cas, si vous y alliez, ce serait déjà la 3e. Réaction, Jean-Luc Mélenchon ? C'est presque complaisant. Le portrait qui est fait de moi, je suis très déçu. Je vous dis, c'est Léonard de Vinci avec Mona Lisa. Écoutez, vous ne m'avez pas parlé du Venezuela, vous n'avez pas parlé de Cuba, qu'est-ce qui se passe là ? Vous juste tonitruant. Mais pas de procès d'intention, Jean-Luc Mélenchon. On a le droit de plaisanter. Elle est sinistre, votre émission. J'allais vous remercier de m'avoir appelé l'homme révolté, parce que je suis un camusien, c'est-à-dire partisan d'Albert Camus. Et l'homme révolté est un de ses plus beaux ouvrages et les plus intéressants et totalement d'actualité. Alors après, que puis-je vous dire ? Oui, c'est vrai, j'ai appelé au combat et ça n'a pas toujours marché. Je me suis insurgé, j'ai appelé au combat. Et je fais mon travail. C'est marqué dessus, insoumis. Donc je fais mon travail. Alors, si je n'y étais plus, si l'on n'entendait plus ma voix, qu'est-ce qu'on entendrait ? Les caniches, les petits qui sont là, toujours d'accord avec tout, à bêler en cadence. Le monde est parfait, comme il est bien, réformons à la marge. Non, moi je veux tout changer. Qui sont les caniches ? Ceux qui approuvent tout, vous savez, les caniches, pauvres bêtes, je n'ai pas envie de dire du mal de ces pauvres chiens, mais c'est pour dire, vous savez, ceux qui sont là, bêlants, ou éperdus d'admiration pour un système, quand bien même il ne marche pas, répand la misère et détruit la planète. Vous êtes le seul opposant au régime. Vous en avez un comme ça, il en reste un en France, voilà, c'est moi. Il n'y en a plus en Italie, ça n'existe plus, il n'y en a plus, ou presque plus, dans tout un tas de pays. Ici, en France, conformément à la tradition historique, qui est celle de notre parti, de notre pays, il y a le parti, le mouvement, l'inspiration qui a fait 1789. Elle vit, elle survit, la Commune et combien d'autres choses. Mais est-ce que la voie insurrectionnelle, finalement, c'est la bonne voie ? Est-ce que vous n'êtes pas trompé quand même un peu de stratégie ? On fait ce qu'on peut, chère madame. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à la proposer. Alors, nous faisons la voie de la lutte et puis la voie insurrectionnelle par les urnes. Moi, je crois à ça. Je crois que le futur révolutionnaire de la France passe par une constituante, c'est-à-dire une assemblée qui siégerait en même temps que l'Assemblée nationale et qui changerait la règle du jeu de ce pays parce qu'elle est injuste, monarchique, qu'elle donne tous les avantages aux privilégiés, à la richesse, de l'argent. Pardon de vous dire, Jeff Wittenberg, que le problème de ce pays, c'est pas les 2% de malheureux qui ont un régime spécial de retraite, c'est la petite poignée de gens qui s'en mettent plein les poches, le record d'Europe du nombre des dividendes versés aux actionnaires. Ça, oui, c'est le problème de ce pays. Le problème de ce pays, c'est pas l'immigré, c'est pas le retraité, c'est le banquier. François Spessoz. Encore le banquier.
l'actionnaire, le multimillionnaire. C'est eux qui épuisent ce pays. Je vais vous dire, la France vit au-dessus de ses moyens parce qu'elle entretient une classe de riches qui coûte trop cher. Donc, si on baissait le coût des riches, je pense qu'on vivrait tous mieux. Alors, vous parliez en début d'émission d'un climat lourd dans le pays et on vit depuis presque un mois une polémique sur le port du voile. Comment est-ce que vous vous situez dans cette polémique ? Est-ce que vous pensez que c'est de l'instrumentalisation ? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai problème, le port du voile dans la société française ? Comment vous réagissez à ça ? Jean-Luc Mélenchon. J'ai réfléchi comme tout le monde parce que c'est terrible ce qu'on voit, cette haine des musulmans, cette stigmatisation d'une religion, ces émissions sans fin contre eux. Voyez-vous, j'ai l'avantage d'avoir vécu une très grande partie de ma vie parmi des musulmans. Ah, ça s'est trouvé comme ça, j'en ai pas fait le choix, ça s'est trouvé comme ça. Aussi bien lorsque j'étais garçonnet, au Maroc, que ensuite dans les villes dans lesquelles j'ai vécu, et aujourd'hui encore le quartier dans lequel j'habite à Paris, ou le quartier dans lequel j'habite à Marseille assez fréquemment. À Besançon, il y avait beaucoup de... oui, parce que vous savez, on nous parquait tous au même endroit. Alors tous ceux qui avaient des petits revenus, on était tous au même endroit. Donc j'étais dans la cité planoise à Besançon, et là on y mettait les immigrés, les pauvres étudiants et les pauvres travailleurs. Donc on mettait tous les pauvres ensemble, et il y en avait une grande quantité parmi les immigrés. J'ai toujours vécu, donc je n'ai jamais ressenti le danger que certains croient ressentir en voyant des musulmans. Certains, c'est qui pour vous ? Ceux qui y ont intérêt. Et je regarde tout ça avec le regard de quelqu'un qui aime la France et qui sait qu'elle n'a pas de destin possible dans une division de guerre de religion. J'adjure ceux qui m'écoutent d'entendre le récit de leur histoire. Pendant 1000 ans, on a persécuté les Juifs. Le roi Saint-Louis leur a mis la rouelle. D'accord ? On les a expulsés à 3 ou 4 reprises de France. Ensuite, le roi Louis XIV a persécuté les protestants en mettant des hommes de troupe dans les familles protestantes pour les convertir. À quoi tout cela a-t-il pu servir, sinon qu'à créer du malheur, de la division ? Et comment sommes-nous sortis de tout ça ? Par la laïcité et par l'unité de la citoyenneté. Alors, les musulmans sont les juifs d'hier, les protestants d'hier. J'ai l'impression, en tout cas, que la religion musulmane est aujourd'hui montrée du doigt par un certain nombre de gens, qui sont d'ailleurs les mêmes. Je veux dire, c'est les mêmes qui montraient du doigt les juifs, les mêmes qui montraient du doigt tout ce qui ne leur convient pas, leur paraît étrange ou leur paraît bizarre. Alors, c'est vrai que certaines formes de pratique de la religion peuvent paraître choquantes. Personnellement, moi je trouve ça bizarre que des femmes se rasent la tête et se mettent une perruque dessus, je dis ça pour les juifs, ou une kippa sur la tête, ou d'autres une croix grosse comme un bras autour du cou, ou d'autres, tel ou tel signe religieux, voilà. Alors, mais on doit prendre sur soi. On doit se dire que ce sont des formes, c'est dans la vie, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Arracher les voiles, les perruques, les croix, les kippas, c'est ça que vous voulez faire ? Monsieur Mélenchon, ça veut dire que vous êtes en accord finalement avec le président de la République lorsqu'il dit le port du voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire. Voilà. Et puis ce n'est pas l'affaire de l'État. Vous voyez comme vous menez l'entretien avec moi. Pour que je dise quelque chose, il faudrait que je sois d'accord avec le président de la République. Monsieur Wittenberg, vous devriez commencer par dire que le président de la République a jeté de l'huile sur le feu. C'est lui qui a appelé à la société de vigilance, c'est lui qui a montré du doigt la culpabilité des musulmans dans l'affaire de la préfecture de police de Paris, alors que maintenant, on sait tous qu'il s'agit d'un détraqué, de quelqu'un qui était très mal dans sa tête et dans sa peau. Donc, faisons attention, il y a des gens qui jouent avec le feu dans ce pays. L'unité de la France est en cause. Nous sommes capables de faire France de tout bois, nous sommes capables de vivre tous ensemble. Il faut tous faire un effort. Mais cet effort ne peut pas consister par demander à des gens qu'on va montrer du doigt, retirez votre pantalon, enlevez votre foulard, retirez votre boucle d'oreille, enlevez votre kippa. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sans défendre une seule seconde le président de la République, vous ne pouvez pas dire qu'il a attaqué les musulmans lors de la cérémonie à la préfecture de police. Je dis, écoutez, non, vous ne le défendez pas, vous êtes en train de l'accabler, je le vois bien. Non, pas du tout, votre réplique est pleine d'impertinence. Ce n'est pas le sujet du débat du jour. Bon, écoutez, non, je n'accepte pas, je peux le dire quand même, évidemment. Je n'accepte pas que pour défendre une position, je sois obligé d'être d'accord avec celui-ci ou cela. Je dis au président de la République que par-dessus son appartenance de parti, par-dessus tout, il doit y avoir l'amour de la patrie. Et la patrie, elle peut être que républicaine. C'est-à-dire rassemblée
Et on ne doit pas montrer du doigt les gens d'une religion. Les 99,9% des musulmans, comme 99,9% des juifs, demandent qu'on leur foute la paix, qu'ils puissent pratiquer leur religion dans le secret de leur cœur. Et moi, je leur dis une seule chose, aimez la France comme je l'aime moi-même, parce que nous n'avons pas d'autre patrie, nous ne pouvons pas partir, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'aimer ce pays et essayer de le construire ensemble. Comprenez-vous, nous y sommes condamnés par l'histoire, par le temps long, et tant mieux. Il vaut mieux être français, liberté, égalité, fraternité, que membre d'un pays où on vous met honneur et patrie et je ne sais quel autre symbole qui n'a aucune signification humaine. Nous sommes capables de vivre ensemble. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de montrer du doigt les musulmans. Arrêtez de montrer du doigt les musulmans. Françoise Fressoz, puis Karine Bécard. Est-ce que la République a un problème avec la montée du communautarisme ou pas? Et si oui, quels sont ses remèdes? Madame Fressoz, vous touchez juste. Le communautarisme, d'abord, il faut qu'on s'entende sur ce que ça contient, parce que sinon, à la fin, on ne sait plus de quoi on parle. Le communautarisme a toujours été un problème par rapport à l'idée républicaine. Mais en même temps, on ne peut pas dire non plus que ça soit une menace. Regardez, le prétendu conseil soi-disant représentatif des Juifs de France, des institutions, s'il vous plaît, pratique un communautarisme épais, violent et agressif, notamment contre moi, n'est-ce pas, jusqu'au point d'avoir encouragé des gens à me frapper dans une manifestation comme celle pour Madame Mireille Knoll. Est-ce que vous diriez que le CRIF menace l'unité de la République? Non, il est bizarre, il est folklorique, il est ridicule plus d'une fois. Mais voilà, vivons, on n'a pas besoin de faire tant d'histoire. Alors, c'est vrai, le communautarisme peut être un problème, dans la mesure où il prétendrait imposer la loi qui convient à une communauté, l'imposer à celle de la République. Ah non, ça, on peut pas être d'accord. La loi est la même, ça existe dans certains quartiers, Monsieur Mélenchon? Est-ce que ça existe dans certains quartiers? Alors, c'est ce que je voudrais vous dire, non. Non. Alors il y a toujours eu des délinquants partout, hein, et il y en a encore, mais il n'y a personne qui prétende qu'une loi est supérieure à l'autre. Par exemple, j'ai vu un sondage qui disait que des musulmans considéraient que la loi de Dieu, la charia, dans le vocabulaire musulman, est supérieure à la loi de la République. Mais on comprend parfaitement ce qu'ils veulent dire. Pour un catholique, la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, mais on applique la loi de la République. La tradition de l'islam kémaliste, c'est d'appliquer la loi des pays dans lesquels on est. Puis après, dans son cœur, on pratique sa religion, et on respecte les commandements de Dieu, mais on n'impose pas aux autres de les respecter, parce que sinon, c'est la guerre de religion, puisque toutes les religions considèrent que les autres sont une hérésie. Par conséquent, pour toutes les religions, tout ce que racontent les autres, ce sont des blasphèmes. Oui, il ne faut pas aller dans cette pente. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, finalement, tout se résume à une question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vivre tous les gens ensemble? On ne va pas le décréter, ça, on ne peut pas le décréter, donc comment on fait pour faire vivre tous les gens ensemble? Écoutez, c'est aussi simple que ce que vous voyez tous les jours. Les gens, tous les jours, montent dans le train, vont au boulot quand ils ont du boulot, vont à l'école, mener les gosses à l'école. Voilà, c'est vivre, tout simplement. Je pose la question différemment. Comment réussir à décrisper une grande partie, une grande majorité des Français sur la question du voile? Alors là, vous avez raison. Alors, il faut déjà commencer par arrêter de crisper tout le monde. Ça sert à rien. Tant d'émissions. Alors, l'islam est-il compatible avec la République? Donc c'est juste un problème de quantité d'émissions? Non, comment on fait? Je crois que... Non, il y a une solution, évidemment. Laquelle? L'emploi, le travail, les objectifs communs. Moi, je sais ce que je propose à ce pays. La transition écologique, ça veut dire changer les manières de produire, les manières de se transporter, les manières de consommer. Alors là, vous allez voir qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et il n'y a plus de problème sur le voile. Évidemment, ça disparaîtra. Par enchantement, vous verrez tout disparaître. Et puis vous-même, vous cesserez moins d'aller dire, tiens, qu'est-ce qui s'est mis sur la tête? Parce que vous aurez autre chose à faire que de réfléchir à des bêtises pareilles. Hein, voilà. Donc, prenons les choses... dit, le voile est un voile sur la question sociale. Totalement. Alors après, mais surtout, si vous voulez, la question que je pose... c'est quelle issue, voyez-vous? Tous ceux qui râlent, qui crient, qui hurlent, qui vocifèrent. Alors, je comprends qu'il y ait des formes de pratiques religieuses qui puissent paraître choquantes. Quand j'étais gamin, on était très anticléricaux, hein, là-bas dans le Jura. Bon, on faisait toutes sortes de représentations aux bonnes sœurs qui passaient avec leur cornette sur la tête. Franchement, c'est pas ce qu'on faisait de plus intelligent. Hein. Et rétrospectivement, j'en suis pas si fier que ça. Laissons donc, encore une fois, ne créons pas des problèmes qui sont des masques devant les autres. Le problème dans notre pays, ce n'est pas le voile, ce sont les dividendes excessifs donnés aux actionnaires, c'est la richesse sans vergogne, c'est le mépris pour le peuple. Voilà les problèmes de ce pays. Françoise Fressoz. Alors, vous parlez beaucoup d'écologie, et donc François Ruffin publie un livre, Il est où le bonheur?, dans lequel il plaide pour un front populaire écologique. Et il pense que c'est comme ça qu'on peut reconstruire ce qu'il appelle l'alliance entre les prolos et les profs. La cause écologique, c'est au fond une contestation radicale de la croissance, de la mondialisation, de la concurrence. Est-ce que vous vous retrouvez parfaitement dans cette... Totalement.
Nous sommes, lui et moi, d'accord, non seulement sur le fond, mais sur la stratégie. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors je sais que bon, c'est le jeu d'inventer un conflit entre lui et moi, mais vous n'avez pas bien compris comment la maison est organisée. Alors expliquez-nous. Dans la maison, je suis le paratonnerre. Quand la foudre tombe, c'est sur moi. Donc je remplis cette fonction de salubrité collective. Je conduis l'électricité qui se décharge contre les insoumis jusqu'à la terre où elle disparaît. Ruffin a écrit de très beaux livres. Vous savez, je suis très fier d'être le président d'un groupe dont les députés écrivent autant. Parce que Corbière vient de sortir un livre sur les Jacobins, je passe sur le mien, qui est très intéressant aussi. Mais celui de Corbière est fascinant. Et ainsi de suite. Vous avez Loïc Prudhomme, qui en est sorti un sur la crise alimentaire, Ruffin qui en sort un. J'ai l'honneur d'être le président d'un groupe où il y a quand même des gens qui intellectualisent beaucoup. Il y a d'autres livres qui sont en préparation. Mais répondez sur la stratégie politique. Eh bien quoi ? Parce qu'on a l'impression que vous n'employez pas les mêmes mots et que vos stratégies sont divergentes. On a l'impression que là où certains dans votre camp proposent une union de la gauche, par exemple, avec les écologistes, vous n'en voulez pas de ces formes d'alliance-là. Est-ce qu'on se trompe ? Très concrètement, ce qui se passe à Montpellier, où François Ruffin dit au fond il faut une alliance avec les écologistes et peut-être quitte à passer derrière les écologistes, et vous au fond vos partisans qui disent non on va soutenir. Non mais attendez, ça y est, vous avez tout organisé, la pièce est mise en scène. Non pas du tout, on veut essayer de comprendre. Non, vous essayez pas de comprendre, vous créez la confusion. Mais non. Mais attendez, il n'y a pas de pardon, je suis désolé. Faites un effort de pédagogie, Jean-Luc Mélenchon. J'essaie d'être aimable aujourd'hui, vous avez remarqué. Je vais essayer de m'inventer un conflit avec Ruffin pour vous faire plaisir. Mais il n'y en a pas. On vous demande très simplement de répondre à des questions. Oui, c'est des questions. Vous avez la même une alliance. Mais vous me laissez parler ou pas ? Il propose une alliance rouge. Jean-Luc Mélenchon. Je peux parler ou pas ? Alors, venons maintenant. Non, mais attendez, un peu de calme, les amis, là. Venons sur le fond. Il n'y a donc pas de divergence quant à la stratégie. Pardon, j'ai dit, il faut faire une fédération populaire ou un front populaire. Tout le monde m'a envoyé balader parce que le sectaire, c'est moi, c'est bien connu. Aujourd'hui, les Verts ne veulent pas faire de liste aux communes dans aucune ville, je vais venir sur Montpellier, mais c'est à moi qu'on dit que je voudrais m'isoler. Mais comment vous travaillez dans votre bureau? Vous regardez rien? Vous appelez personne? Vous ne lisez rien? Avez-vous lu la position? On vous invite pour que vous nous expliquiez. C'est le moment où jamais. C'est déjà pas mal, donc. Nous avons pris une position, le mouvement insoumis, je vais vous dire franchement, nous ne sommes pas capables de dire nous proposons des têtes de liste insoumises dans toutes les villes de France et de Navarre. Voilà, je le reconnais. Par conséquent, je trouve que c'est très salubre pour nous. Le mouvement insoumis n'a pas vocation à être comme ça dans toutes les élections, à se proposer comme dirigeant tous les processus. Au demeurant, le résultat des élections européennes a remis les pendules à l'heure. Personne n'est capable de ça. Les Verts en ont conclu qu'eux, si, en étaient capables d'envoyer balader tout le monde. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc, chère Madame Fresso, je vous réponds. Prenons l'exemple de Marseille, ville dans laquelle je suis. Je parlais de Montpellier. Oui, mais je vais y venir. Je ne participerai pas aux élections municipales. Je répète, je ne me mêle d'aucune façon des listes aux municipales. Je répète, je ne participe pas à l'organisation. Il y a un comité qui existe chez les Insoumis. Ce comité a été tiré au sort pour 60% des gens qui sont là. Alors j'applique la discipline démocratique. Quand quelque chose est décidé, je me dis qu'ils ont dû prendre la meilleure décision possible. Je ne suis pas à penser tout le temps que moi, je sais mieux que tout le monde ce qui est bon partout dans toutes les villes et sur tous les sujets. Donc moi, je me soumets à la décision du comité, je ne sais pas quelle elle est, mais je suis d'accord d'avance. Je viens à Montpellier. À Montpellier, je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais qu'il y a deux équipes qui sont rivales. Je dis à Montpellier, faites comme à Marseille. Entendez-vous, essayez de regrouper dans un même mouvement, dans une même liste, premièrement les comités populaires, deuxièmement les organisations politiques, parce que vous avez besoin de tout le monde dans votre bataille. Faites comme à Marseille. À Marseille, nous essayons de le faire. Et à Marseille, qui s'en va de son côté tout seul ? Qui s'en va? Europe Écologie Les Verts, pas nous. Et au contraire, la CGT a rejoint et appuie le mouvement que nous avons mis en route. À Marseille, je ne suis pas candidat. Pourquoi? Pour que ma personne ne soit pas un prétexte à division, puisque j'avais vu que les communistes ne voulaient pas d'un homme providentiel, j'en ai déduit que c'était moi. Donc, je ferai à Marseille la chose suivante. Je me mets au service de ceux qui voudraient se regrouper. Mais je dis à tout le monde, si vous croyez qu'en faisant des listes avec des sigles et en mettant les chefs de parti qui ont déjà perdu les élections précédentes, vous allez gagner les suivantes, vous vous trompez. C'est les collectifs populaires. À Marseille, nous avons besoin, par-dessus tout, que le peuple marseillais s'affirme et monte sur la scène, devienne des élus municipaux et dirige les problèmes politiques de la ville, plutôt que les caciques de toutes les formations politiques, 1000 fois recuits dans leur jus de défaite. Il reste 10 minutes et beaucoup de questions à vous poser, Jean-Luc Mélenchon.
vous allez vous présenter à la présidentielle ou vous donnez le sentiment que les municipales, bon, vous allez enjamber ces élections. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez 1951. Écoutez, j'ai hésité entre l'Académie française, la papauté, mais les places sont prises. Alors peut-être que, bon, quel sens aurait le fait que je vous réponde? Est-ce que je vais avoir la cruauté de vous rappeler ce qu'étaient les déclarations des uns et des autres à même distance en 2015? Par rapport à 2017. Mais Madame Fressoz, à chaque fois, se fâche parce que je le lui rappelle. Mais tout le monde se trompe et dit des bêtises. Tout peut m'arriver. Pardon, madame. Laissez-le répondre, Karine. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'y aller, en fait, à cette Mais d'abord, je suis comme tout le monde, mortel. Il y a même des gens qui imaginaient de me tuer. Bon, alors, apparemment, ils y sont pas arrivés, ils sont allés en prison. Ensuite, je peux, comme tout le monde, tomber malade. Ensuite, on peut trouver une meilleure idée. Pour l'instant, le troisième homme, c'est moi. Mais on a dans la famille insoumise, on a plusieurs candidats possibles. Tout à l'heure, vous avez évoqué François Ruffin, c'est un homme brillantissime et il ferait, le cas échéant, pourquoi pas. J'ai évoqué moi Corbière parce que c'est un de mes proches. Mais vous en avez l'envie, etc., etc. Est-ce que vous en avez l'envie? Alors ça, c'était pas le jour où me le demander. Non. Ah ben non, parce que si vous voulez continuer à me taper des émissions les dimanches de grand week-end, passer ma vie à lire des fiches et à étudier des trucs, pour l'instant, je suis dans la joie, je peux le dire, d'être président d'un groupe. Ça me monopolise 90% de mon temps. Avec ce qui reste, je cours à Marseille et je vais dans le monde. Je fais ce que je peux. Je mène un travail théorique extrêmement dense, vous le savez, qui m'est parfois reproché parce que on me dit pourquoi il fait ça au lieu de s'occuper je sais pas quoi moi du relogement de tel ou tel. Non, voilà, c'est mon travail. Je suis un intellectuel engagé en politique, je ferai mon devoir le moment venu quand j'estimerai. Je suis pas le plus mal placé pour estimer les situations, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai commencé une campagne à 3,5 et j'ai fini à 11. J'ai commencé à 8 et j'ai fini à 19. Jean-Luc Mélenchon, vous avez évoqué l'idée que vous étiez un intellectuel intéressé par les idées politiques. Quand François Ruffin écrit un livre, Il est où le bonheur? Est-ce que pour vous, la politique doit avoir pour but de rendre les gens heureux? Évidemment. C'est même écrit dans la Constitution de 1793, si mes souvenirs sont bons. Le but de la société est le bonheur commun. Mais qui n'a pas été appliqué. Oui, mais non, le but de la vie, c'est pas les comptes en équilibre, je sais pas quelles sottises avec lesquelles on fait agoniser ce peuple depuis 30 ans. Ça suffit maintenant, vous n'avez pas compris. Vous voulez que ce soit le Chili ici, vous voulez que ce soit... Moi, je le souhaite. Parce qu'il y a comme ça qu'on arrivera peut-être à se débarrasser de ces gens qui sont des parasites inefficaces, incultes, qui ont amené ce pays dans un état que tout le monde a sous les yeux, que l'affaire Alstom montre qu'en plus, qu'ils n'ont aucun sentiment national et qui sont prêts à se vendre plus offrant. Françoise Fressoz. Ce qui rend la période assez lourde, c'est qu'au fond, on voit aussi presque se pérenniser le clivage entre Le Pen et Macron. Dans cette espèce de duopole qui se constitue, quel rôle vous assignez-vous ? Eh ben, essayez de rompre ça. Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'accord avec vous, Madame Fressoz. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour y arriver. C'est un beau tableau, Parce que ça, c'est Madame Le Pen et l'assurance vie de Monsieur Macron. En tout cas, lui, c'est ce qui se figure. Mais comme disait Léon Trotsky, il faut faire très attention. Des fois, le chien monte sur la table et c'est très encombrant. Donc, tel que les choses sont parties avec les abus, les incohérences, le mépris de classe qu'affiche Monsieur Macron, il est clair que tous les jours, il remplit le seau de Madame Le Pen. Quant à Madame Le Pen, elle a la tactique communicationnelle la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue. Elle dit rien. Elle fait rien, ni à l'Assemblée, ni ailleurs. Et donc... du coup, chacun peut-être la charger de... Mais pour vous, c'est quand même une profonde interpellation, ça. Clairement. Mais vous avez raison. Et comment vous vous glissez au milieu de ça? En bataillant, en ne cédant jamais. Je suis la personne la plus diabolisée dans le monde politique de cette période. Il ne se passe pas une semaine... N'exagérez pas, Jean-Luc Mélenchon. Non, bien sûr, j'exagère, oui. Bien sûr que j'exagère. Il y a que moi qui vais en procès pour des histoires qui concernaient à peu près tout le monde. Je suis le seul qui est absolument innocent, mais qui va en procès. Non, j'exagère, c'est bien connu. Je suis le seul qu'on ait menacé de mort. Et avec des gens qui s'étaient organisés pour ça. Mais j'exagère. J'exagère quand je me défends. Si je me soumettais, alors on me trouverait peut-être parfait. Vous aimeriez du Mélenchon qui n'en soit pas. Eh bien, non, je n'ai pas cet article à votre disposition. Je suis un insurgent, je suis un indépendantiste français grave, et un républicain, et un homme qui croit que la France est une grande puissance, et je ne me résous pas à notre médiocrité. Vous m'avez permis de faire un manifeste. Voilà quoi. Dans votre manifeste, vous avez dit aussi il y a quelques instants que vous étiez le troisième homme. Comment vous allez faire pour devenir, le premier
en quelque sorte, en 2022. Monsieur Wittenberg. Oui, mais on prend les mêmes et on ne recommence pas, pardon. Et puis, je voudrais quand même vous poser une question corollaire. Vous serez, et Karine Bécard le rappelait dans son portrait, pour la 3e fois candidat en 2022, le dégagisme, il s'arrête à votre personne, à la France Insoumise? Écoutez, je voudrais d'abord saluer l'élégance de votre question. Non, mais c'est une question parce que... Oui, non, mais j'ai compris, monsieur Wittenberg, je sais que l'intention était charmante, et je voudrais juste peut-être comme ça, d'abord, je n'ai jamais dit que je serais candidat. Je sais que le journal de madame Fressoz, Le Monde, a annoncé que j'étais non seulement le leader maximo, mais que j'étais le seul qui ne cachait pas son intention d'être candidat en 2022. Je le dis pour nos auditeurs, je n'ai jamais dit ça. J'évaluerai politiquement ce qui est le plus utile pour nous pour arriver à fracasser le front qui se dresse entre nous de ceux qui veulent faire croire que le problème dans ce pays, c'est le problème des immigrés, c'est le problème des retraités. Voilà, je ferai ce que je peux pour essayer de rompre. Alors, je le ferai de la manière la plus intelligente. Permettez-moi de garder mes atouts pour moi jusqu'au moment où je jugerai important de le faire. Mais je vais vous dire une chose, voyez-vous, j'ai observé que ceux qui se présentaient 3 fois, parfois, aboutissaient à de beaux succès. De François Mitterrand et de Jacques Chirac. Donc, le fait de se présenter à plusieurs reprises n'est pas toujours un handicap. Pour la 3e fois. Quant à mon âge, croyez bien que j'aimerais bien qu'il soit différent, mais il me donne l'avantage de l'expérience, voyez-vous, d'une certaine maturité. Je ne suis pas de ces oisons qu'on va attraper avec des petites brindilles. Et je connais bien l'histoire de mon pays. Je connais les erreurs de tous ceux qui ont été présidents ces années dernières, parce qu'ils en ont tous commis, et je m'en suis en quelque sorte nourri pour essayer de faire mieux. Est-ce que pour espérer gagner, enfin vous lancez d'abord et gagner, est-ce qu'il va falloir, pas cette fois-ci malgré tout, réussir à rassembler? Parce que pour résister à ce bloc central dont on parlait, celui d'Emmanuel Macron, qui continue à s'élargir, qui pourrait finir par vous écraser, la question c'est quand même celle-là, comment réussir à rassembler et jusqu'où? Vous êtes prêt à faire quoi? C'est surtout je vais terminer là-dessus. C'est les contenus qui vont nous rassembler, c'est pas les étiquettes. Parce que si c'est les étiquettes, c'est mal parti. Il y aura un candidat communiste à l'élection de 2022, ils l'ont annoncé. Il y aura un candidat vert, ils l'ont annoncé. Là, je n'invente rien. Un candidat socialiste, ça en fait déjà 3. Plus de Trotsky, ça en fait 5. Et c'est à moi qu'on vient demander si, en tant que 6e, je suis pas de trop. Je trouve ça quand même curieux. Surtout quand on est le 3e homme. Mais enfin, ça m'amuse, donc pourquoi pas. Alors, en quoi consiste la question? Comment vous rassemblez? En proposant des contenus qui rassemblent. Je suis certain, comme l'explique le livre de François Ruffin, car nous en parlons beaucoup et nous sommes d'accord, nous unifierons le peuple français à partir de tâches qu'il prendrait en commun. La grande transition écologique, la modification radicale de la manière de produire et de consommer. Tout changer de ce pays de fond en comble, en commençant par la Constitution. Parce que tel que nous sommes là, nous allons à un désastre. Et c'est ce désastre qu'il s'agit d'éviter. Et on peut le faire, en plus c'est intéressant, c'est stimulant. Bon, pour la jeune génération, vous allez demander quoi? Faites des économies, les petits. Payez la dette, les petits. C'est ça l'avenir que vous proposez à la jeunesse de ce pays? Moi, je leur dis, allez, on va récupérer nos barrages, on va récupérer nos voies ferrées, on va faire ceci, on va faire cela, les éoliennes, le matin, on va changer la manière de produire. Oui, on va vivre un monde formidable. Donc, samedi prochain, ce sera le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, Jean-Luc Mélenchon. Sur Twitter, vous avez posté la une du Monde diplomatique et qui indique ce titre « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Et vous avez ajouté ce commentaire « Enfin le mot juste, le mot d'annexion, pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans, une violence qui n'en finit plus de se payer ». Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire, parce que pour la plupart, pour tout le monde, c'était une révolution pacifique, l'avènement de la démocratie. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se voit, tout va mieux. Alors pourquoi justement parler d'annexion? Tout va mieux. Non, mais là vous êtes ironique, mais expliquez-nous que représente cette date pour vous et pourquoi d'abord, une annexion. C'est une annexion. Je vous renvoie à mon livre, Le Hareng de Bismarck, où je fais la démonstration, je montre comment l'Allemagne de l'Est a été annexée. Ce n'était même pas constitutionnel. Ce n'était pas ce que demandaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient eux-mêmes faire une constituante, ils voulaient voter, ils voulaient se prononcer sur l'intégration Est et Ouest et sur la préservation d'un certain nombre de leurs acquis. Dans ce pays, un autre pays voisin a annexé toutes les usines du pays, changé toutes les institutions et modifié le régime de la propriété. Ça s'appelle une annexion. Un pays voisin, la République fédérale d'Allemagne? Bien sûr, la République fédérale. Donc c'est pas une réunification? Pardon, mais là, est-ce que vous êtes conscient du fait que l'Allemagne n'existe que depuis 1870? Avant, c'était un ensemble. D'accord, mais vous pourriez continuer, parce qu'Hitler avait aussi idée que l'Autriche. D'accord, mais pas le point Godin. Non, mais attendez. Il est trop tard dans l'émission et il reste 30 secondes. Non, il reste 30 secondes pour se rappeler du poids de l'histoire. Voilà.
Et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est, comme ça a été fait dans tout le reste de l'Est de l'Europe. Et que ce n'est pas une bonne chose. Qui plus est, les Français aiment l'Allemagne au point que quand il y en a deux, c'est mieux que quand il y en a une. L'émission se termine, Jean-Luc Mélenchon. Il est où le bonheur de Jean-Luc Mélenchon, d'accord, pour que, pardon. Il est où le bonheur de Jean-Luc Mélenchon? La dernière fois que j'ai cité Shakespeare, j'en ai pris pour 5 ans, pour le bruit et la fureur. Donc les deux Allemagnes, c'est un propos de Mauriac. Il est où le bonheur de Jean-Luc Mélenchon? Un petit matin qui se lève, doux et frais, et le rideau bat doucement pendant que passe la brise. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Merci et bon dimanche. Merci à tous les trois. Merci.